Bonjour. Donc effectivement, j'avais commencé un travail statistique l'année dernière avec des datas et une méthode qui était difficile à faire parler. Donc j'ai retenté le coup cette année sur une base un peu différente. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. En gros, les intuitions sont les mêmes que celles dont j'étais parti l'an passé. Il me semble qu'effectivement l'ensemble des business VO sont face à des défis qui consiste à tenter d'aller attaquer les véhicules plus anciens, à diversifier les business dans cette direction-là pour capter dans les réseaux de marque, mais pas seulement des clientèles qui aujourd'hui bricolent leurs pratiques d'équipement entre elles. Et pour cela, eh bien, il faut évidemment approfondir notre connaissance des comportements des parcs et des comportements des individus détenteurs de VO. Et il me semble que de ce point de vue-là, je l'avais souligné l'an passé, il y a une variable qui est assez centrale et qu'on connaît mal au fond, qui est le temps de détention des véhicules des différentes marques, temps de détention des véhicules aux différents âges, temps de détention de véhicules en première main, en seconde main, etc. Comment les différentes catégories de modèles se comportent-elles de ce point de vue-là? Comment les différentes marques se différencient-elles de ce point de vue-là? C'est au fond l'interrogation qui va être la mienne ce matin, de manière assez modeste, parce que moi comme d'autres, on est juste en train de commencer à définir des méthodologies et à constituer des bases qui nous permettent de faire cela. Alors j'ai travaillé avec 3A, qui m'a fourni une base qui est relativement considérable et qui est évidemment lourde à manipuler. Ils ont fait une part des traitements, j'en ai fait une autre, vous allez voir ce que ça donne. Donc mon idée, c'est qu'évidemment, en saisissant les cycles de détention, eh bien, on peut, je dirais, tantôt s'y adapter, tantôt tenter de les infléchir. S'y adapter, c'est évidemment saisir où est le matériel aux différents âges, et si, tel qu'il se présente spontanément, il suffit à nourrir le flux de business qu'on souhaite. Et puis l'infléchir, ça veut dire éventuellement aller chercher le matériel qui ne se présente pas spontanément, en constatant par exemple qu'il y a des détentions longues en première main qui permettraient d'aller chercher du très bon matériel qui risque de ne pas venir spontanément, des choses de ce type-là. Et donc pour ça, on a besoin effectivement de trouver ces différenciations qui vont permettre de sérier les opportunités de business qu'on peut avoir sur différentes catégories de matériel aux différents âges. Alors, quelques mots sur la méthode quand même. On a défini avec Julien Billon une méthode qui ici consiste à essayer d'avoir la population statistique la plus complète possible. Et en fait, comme on vous l'indique ici, on a constitué une base qui est constituée des 16 dernières années de détention plus les 2 premiers mois de 2016. Et donc on a l'ensemble des détentions sur l'ensemble des véhicules qui ont concerné le parc français de VP dans cette période-là pour les ménages. Donc ça correspond à 58 millions de véhicules qui sont en gros le flux de VN qui sont rentrés dans le parc à ce moment, pendant cette période-là, plus le stock qui avait été constitué antérieurement. Et donc ce sont ces véhicules-là qu'on va voir circuler entre les différentes mains. Et ça nous donne entre 90, selon la manière dont on raisonne, entre 90 et 100 millions de détentions. Évidemment, pour le statisticien, avec une base pareille, on peut ensuite faire tous les tris croisés qu'on veut. On a des choses qui restent statistiquement très significatives et qui vont permettre, par exemple, dans des phases ultérieures, de découper ma population, mes 100 millions, en les 50 millions d'avant 2007 et les 50 millions d'après pour savoir s'il y a des changements, etc. Mais évidemment, ça pose aussi certains problèmes parce qu'il y a des marques qui sont anciennes, il y a des marques qui sont récentes, et évidemment, ça va nous donner quelques difficultés dans le traitement statistique, mais je vais essayer de clarifier tout ça. Alors, que va-t-on percevoir? On va d'abord comprendre que même avec une base si large, finalement, on a un nombre de détentions relativement limité, puisqu'on a un temps moyen de détention qui ressort sur l'ensemble de notre échantillon, enfin sur l'ensemble de notre population, qui est exhaustive, à 4,88, et par conséquent, sur 16 années de traitement, on a un nombre de détention moyen pour les voitures qui sont entrées dans le parc en 2001, qui va être de l'ordre de 3. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre une base longue pour avoir des détentions le plus nombreuses possible.
Ce qu'on voit également, mais je vais y revenir, c'est que les véhicules acquis neufs sont gardés plus longtemps, hein, et ils sont gardés en fait 6 ans en moyenne par le primo-détenteur, alors qu'on va descendre à 4,5 pour les détenteurs suivants. Hein, ça veut dire qu'évidemment, hein, on va avoir des véhicules détenus en première main qui vont être relativement nombreux. Ça veut dire également quand même qu'on a des comportements de détention des acheteurs de VN qui en moyenne font que, comme je le soulignais l'an passé, on va assez volontiers zapper un modèle, quoi. Hein, ça veut dire que si j'ai une 206, je vais peut-être passer directement à la 208. En moyenne, on a des comportements qui collent assez mal au cycle marketing des constructeurs. Hein, évidemment, ça interroge aussi sur la manière de traiter le client, hein, puisque il y a des clientèles qui sont très promptes à renouveler leur modèle au rythme auquel le constructeur renouvelle ses gammes, et puis il y a des clientèles à qui ça importe moins. Et évidemment, si on a une moyenne de 6 ans, on va avoir des écarts types relativement importants, donc on va avoir des populations qui vont être plutôt sur 3, et d'autres qui vont être plutôt sur 9. Hein, et la question que je posais l'an passé, que je repose cette année, c'est le marketing réseau est-il adapté à l'ensemble de ces comportements, ou bien épouse-t-on un comportement moyen en laissant partir certains clients hors réseau, par exemple, parce qu'ils détiennent tellement longtemps que la valeur résiduelle s'est dégradée et que les tarifs qu'on leur applique ne sont plus adaptés. Hein, c'est des questions de ce type. Hein, donc tout ceci pour dire que c'est quand même une variable qui, pour les business, est une variable centrale et qui mérite une connaissance beaucoup plus profonde que celle qu'on en a jusqu'ici. Alors je précise les choses sur le VO. Hein, on a ici mesuré les détentions non seulement sur VNVO, mais sur la première main, donc ça c'est le VN, sur la deuxième main, sur la troisième main, etc. Et on voit très clairement que plus le véhicule change de main, plus il change de main, quoi, quelque chose comme ça. Hein, c'est-à-dire que quand on passe en troisième main, on le garde moins longtemps que quand on a acheté en deuxième main, hein, comme si plus l'incertitude était grande sur la qualité du véhicule qu'on détient, plus on se dépêchait de s'en débarrasser d'une certaine manière, quoi. Alors derrière ces moyennes, il y a d'importantes dispersions, et comme on a une base qui, je le répète, est extrêmement large, on peut construire des quartiles, hein, et regarder comment est-ce que la population des détenteurs en première main, en deuxième main, etc., se répartit entre les détenteurs plus ou moins courts, plus ou moins longs, hein, et on s'aperçoit qu'effectivement, sur les 6 ans de détention moyenne des VN, on va avoir ce que j'indiquais tout à l'heure, hein, on va avoir 25% de détention qui cesse la troisième année, et on va caractériser, si vous voulez, les différents modèles et les différentes marques en fonction de la manière dont nos quartiles se positionnent les uns par rapport aux autres. Hein, typiquement, vous allez avoir, je le montrerai tout à l'heure, sur de la BMW, vous allez avoir du 1, 3, 5, mais sur des marques généralistes, on va plutôt avoir du 2, 4, 7. Ça veut dire qu'on va avoir des cycles de détention plus courts et des détenteurs longs qui vont être beaucoup plus rares sur le plus de 7 ans, par exemple, sur la BMW que sur la Citroën. Hein, c'est ce genre de choses-là qu'on perçoit ici. Et puis sur le VO, on fait la même chose. Hein, donc voilà un petit peu le type de raisonnement. Alors ensuite, on va passer au tableau. Donc tant pis pour ceux qui sont au fond. Donc là, je vais vous proposer 2 grands traitements. Un traitement par niveau de gamme, petite, grosse voiture, etc. Et puis un traitement par marque. Mon traitement par niveau de gamme donne des choses qui sont assez peu discriminées, hein, et semble indiquer que la variable la plus discriminante, c'est la marque quand même. Hein, et c'est si vrai que d'ailleurs, si vous prenez une marque comme BMW, je vais en parler beaucoup, elle a un comportement qui est très différent de ce qu'on a en moyenne sur les véhicules supérieurs. Hein, donc comme si, évidemment, la marque surdéterminait les comportements de détention par rapport au niveau de gamme. Alors sur le niveau de gamme, donc là ça nous permet de nous faire les dents sur les méthodes. Donc là, hein, vous voyez qu'on a des voitures, on a des individus. Ce qu'on appelle ici individu, c'est le nombre de détentions. C'est le nombre de couples voitures-individus. Hein, c'est les cartes grises, si vous voulez, dans la base 3A. Hein, et donc vous allez avoir 8 millions de voitures correspondant à 14 millions de détentions, puisque les véhicules sont susceptibles d'être détenus par plusieurs. Hein, c'est ça la base de raison. Et vous avez ensuite les véhicules économiques, là ça correspond en gros au A. Hein. Vous avez ensuite les moyennes inférieures, donc le C. Hein. Ensuite, les véhicules dits inférieurs, là, c'est le B.
hein. Et puis ensuite, vous avez les véhicules de E et de D, hein. Et donc là, on a des durées de détention moyennes, vous voyez, hein, qui sont a priori assez dissemblables. Mais pour les catégories centrales qui sont le B et le C, on est quand même très proche, hein, de la moyenne. Hein. Et évidemment, comme ces véhicules-là pèsent extrêmement lourd dans le nombre de détentions, on va avoir ensuite assez peu de différence. Alors là où vous avez des détentions longues, c'est sur le moyen supérieur. Et là où vous avez des détentions particulièrement courtes, c'est sur le luxe. Hein. Donc il y a un très fort contraste entre les véhicules de luxe et les véhicules de catégorie moyenne supérieure. Et au sein des moyennes supérieures, on va le voir, on va avoir des différences assez importantes selon qu'on soit plutôt sur des marques généralistes ou plutôt sur des marques premium. Hein, avec des détentions très longues sur les marques généralistes et des détentions très courtes sur les marques premium. Hein, mais c'est relativement peu discriminant. Et alors là, vous retrouvez mon raisonnement de tout à l'heure sur mes quantiles. Hein, vous voyez que sur par exemple, sur le B, vous êtes sur 2, 4, 7. Hein, ça veut dire que vous avez 25% de la population qui se débarrasse de sa voiture dès la 2e année, 25% qui se débarrasse entre la 2 et la 4e année, hein, et puis entre 4 et 7, vous avez encore 25%, et puis vous avez quand même 25% des gens qui gardent au-delà de la 7e. Hein. Hein, donc évidemment, ma question tout à l'heure était celle-ci, comment traite-t-on les gens qui détiennent au-delà de 7 ans? Dans les réseaux de marque, est-ce qu'on est à même d'ajuster les forfaits d'après-vente, etc. Et est-ce qu'on sait encore faire des reprises à ces populations-là, etc. Donc voilà le cycle. Alors, ça c'est pour... Hein, vous aurez compris que ça c'est tout véhicule, qu'ils aient été acquis neufs ou d'occasion. Et ensuite, dans la base, on est à même, pour chacune des catégories, de prendre le neuf d'un côté et l'occasion de l'autre. D'accord ? Et de refaire, évidemment, le même type de raisonnement. Alors, vous voyez ici qu'en moyenne, sur les détentions, vous avez 20% de vos détentions qui sont des détentions de voitures neuves et 80% des détentions des ménages qui sont des détentions de véhicules d'occasion. D'accord ? Et cette répartition-là, on la retrouve ici de manière un peu pro homogène, sauf sur le supérieur, hein, où on est 12,88. Sur le moyen sup, on est 18,82. Et évidemment, on va retrouver notre statistique de tout à l'heure, donc la moyenne de la détention parc, c'est 4,88, qui correspond à 6 années, un peu plus de 6 années pour le neuf, hein, et 4 années, 53 pour l'occasion. Vous voyez que sur le moyen supérieur, vous avez une assez grande homogénéité sur des détentions longues, que ce soit sur le neuf ou sur l'occasion. Par contre, si vous prenez les catégories A, elles sont relativement proches de la moyenne sur le neuf, mais assez éloignées de la moyenne sur l'occasion. Hein, la petite voiture acquise d'occasion, eh bien, elle est revendue relativement plus rapidement que ce que l'on va trouver par ailleurs. Globalement, quand même, on a des choses qui sont assez peu discriminantes. Hein. Donc là, effectivement, je fais le bilan sur les temps de détention moyens sur le neuf. Donc là, vous avez effectivement des caractéristiques des détentions qui sont assez proches de la moyenne, avec sur le supérieur des détentions plus longues et sur le luxe des détentions plus courtes. Mais vous voyez que le regroupement autour de la moyenne est quand même très fort sur le neuf. Sur l'occasion, c'est assez homologue, à ceci près que on a d'évidence sur l'économique des temps de détention beaucoup plus courts et on a sur le moyen supérieur des temps de détention, même en occasion, qui sont quand même plus longs. Mais c'est pas très discriminant. Et si ensuite on croise avec les marques, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le critère le plus discriminant. Hein, donc au niveau agrégé, ma conclusion, c'est que ce n'est pas très discriminant, que B et C ont des comportements très homogènes, et comme c'est quand même l'essentiel du parc français, l'essentiel des transactions, l'essentiel des détentions, ça va impliquer cela, a aidé... Hein, donc, les Twingo et puis les Laguna, si vous voulez, ou bien les Aigo et les Avensis s'opposent plus clairement, hein, mais on a quand même un regroupement autour de la moyenne. Hein. Les seules choses où on a de vraies différences, c'est sur le supérieur, hein, donc sur, je ne sais pas quoi, la C6 ou la... Non, ça existe encore, ça ou la 607, hein, ou bien... Donc en occasion, ça existe, ça. Alors là, il y en a.
Hein, donc on va voir que les marques, c'est beaucoup plus pertinent, globalement. Alors, sur les marques, on a été un peu plus profond, et je peux vous proposer, pour commencer, une caractérisation du parc tel qu'il se présente en février 2017, hein, qui va permettre de comprendre quel est l'âge moyen du parc des différentes marques, hein, et puis de voir comment il est composé entre véhicules acquis neufs, véhicules acquis en seconde main, véhicules acquis en troisième main, etc. Et ça va nous permettre de comprendre comment le parc s'est structuré. Sur ces bases-là, je vais poser 2 hypothèses sur les différences qu'on va constater entre les marques, et puis en utilisant la même méthode que celle que je viens d'exposer, on va réussir à arbitrer entre mes 2 hypothèses. Alors ça donne les choses suivantes. Première approche, donc là c'est le tableau le plus illisible, tant mieux pour le premier rang, mais après je vais les décomposer parce que je suis vachement pédagogue. Donc là, en gros, on a un parc, parce que la base est très compliquée, on a un parc qui est de 55 millions de voitures parce qu'il y a pas mal de problèmes d'élimination des véhicules qui ont disparu, mais comme ces problèmes sont homologues pour à peu près toutes les marques, c'est peu problématique. Et puis, on a l'âge moyen dans la 3e colonne, qui est évidemment extrêmement important, parce que selon qu'on soit sur DS ou sur Citroën, évidemment, l'âge moyen n'étant pas le même du tout, la composition du parc ne peut pas être la même, donc il faut évidemment, et c'est la raison pour laquelle j'ai classé mes marques en fonction de l'âge moyen des parcs. En haut, vous avez les parcs plus jeunes, en bas, vous avez les parcs plus vieux. Donc par exemple, en bas, vous avez Lancia, donc je n'ai pas mis Rolls-Royce qui était à 38 ans, mais je ne sais pas pourquoi les gens n'achètent pas de Rolls-Royce ces temps-ci. Donc là, vous avez Lancia qui est à 18, vous avez DS qui est à 4, vous avez Dacia qui est à 5, etc. Et puis ensuite, dans les colonnes suivantes, vous avez les parcs de première main, avec l'âge moyen du parc détenu en première main, avec la part qu'il pèse dans le parc total, et puis on passe à la 2e main, et puis on passe à la 3e main, et puis on passe à la 4e main. Et on regarde comme ça, effectivement, comment... Alors évidemment, quand vous avez des parcs très récents, les 2e, 3e main et 4e main vont peser beaucoup plus faiblement. Quand vous avez des parcs plus vieux, et évidemment, là où ça va devenir important, intéressant, c'est quand on va avoir des marques de même âge moyen, quand alors on va avoir des différences sur les colonnes suivantes, eh bien on aura effectivement des comportements de détention des marques concernées qui pourront commencer d'être discriminés un peu clairement. Alors c'est ce que je fais dans les tableaux un peu plus lisibles, j'espère, qu'on a ici. Donc là, j'ai pris le parc jeune. Le parc jeune, c'est le haut de mon tableau précédent, si vous voulez. Et là, vous voyez par exemple que selon qu'on soit puissant, misérable, allais-je dire, selon qu'on soit DS ou Dacia, je ne sais pas lequel est puissant, lequel est misérable, eh bien on va avoir évidemment des véhicules qui sont détenus de manière très différente. Ce qu'on s'attendait à trouver, on le trouve. C'est-à-dire que la Dacia, on a plutôt tendance à la garder, puisque comme vous le voyez, sur un parc total de Dacia qui est aujourd'hui de 863 000 bagnoles en France, eh bien vous avez 612 000 qui sont encore détenus en première main, alors que sur les DS, pour lesquels le parc est d'à peu près 260 000 voitures dans la base 3A, on n'a que 86 000 qui sont en première main. Donc c'est des véhicules qui brûlent davantage les doigts que les Dacia. Et puis, quand vous prenez Kia, on a une position qui est exactement intermédiaire entre les 2 précédents. Alors, là, si vous prenez le bas de mon tableau, on commence à se rapprocher de la moyenne, et là, on commence à pouvoir initier le raisonnement que j'évoquais. On est sur des marques du type, donc là, en bas, vous avez Skoda, Toyota, Nissan, Audi. Vous voyez quand même que là, si vous prenez la part de première main, selon que vous soyez Skoda ou Audi, vous allez du simple au double, alors que l'âge moyen du parc est relativement homogène. Et là, on commence à trouver quelque chose que je vous suggérais tout à l'heure. Effectivement, sur le premium, on a systématiquement ces configurations-là. On a systématiquement des véhicules qui tournent beaucoup plus vite. On a, si vous voulez, des proportions de ménages qui sont dans le cycle marketing constructeur, qui sont beaucoup plus promptes à le faire que ce qu'on va trouver sur Skoda et sur Toyota. Où là, on s'équipe d'un véhicule qu'on va garder potentiellement au-delà de 10 ans, et puis on reviendra 2 modèles plus tard refaire son marché. C'est un peu ça le type de comportement. Et généralement,
Hein, ce que vous trouvez sur le deuxième main, vous le retrouvez sur le troisième, quatrième main. Par exemple, un des trucs qui est frappant, c'est que si vous regardez Audi, vous voyez que ensemble des premières mains actuellement dans le parc, on est à 18%, c'est très en deçà de ce qu'on va trouver sur les mêmes véhicules. Et quand vous regardez les colonnes suivantes, vous êtes comme la moyenne. Ça veut dire que ce qui vous manque pour faire vos 100%, question, hein, je vais faire comme avec mes étudiants, où est-ce qu'ils sont? Ben, ils sont dans la colonne qui nous manque, c'est-à-dire dans les quatrièmes mains et compagnie. Hein, donc on a bien des détentions courtes et des voitures qui tournent énormément quand on est sur ces parcs-là. Alors sur les parcs les plus vieux, évidemment, on a l'essentiel du parc, puisque comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la moyenne d'âge du parc est aux alentours de 14 ans, donc là on est cœur de parc. Hein, et du reste, c'est là qu'on a les 3 Français qui font 60% du parc. Hein, donc c'est là que le comportement moyen des détenteurs de véhicules français se perçoit ou se construit. Là, que voit-on? Ben, on voit d'abord que si on est sur BMW ou sur Alfa Romeo, pour un moindre degré, on est sur ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur Audi. Hein, comportement de détention, hein, très caractéristique du premium, détention courte. Hein, donc vous voyez que sur Alfa, on est à 13% du parc détenu en première main. Sur BMW, on est aussi à 13%. Hein, on a par conséquent des véhicules qui sont détenus neufs relativement peu longtemps. Hein, et ceci pour des moyennes d'âge de parc qui sont aux alentours de 14 ans. Hein, c'est aussi, c'est très proche de la moyenne VV, et pour VV, on est à 23. Hein, donc pour les marques de Volkswagen, très clairement, 13% pour Audi, 23% pour Volkswagen, 40% pour Skoda. Hein, quand vous descendez en gamme dans la marque, vous avez des comportements de détention qui vont évoluer de la sorte. Hein. Si vous prenez les Français, que voyez-vous? Ben, vous voyez que l'âge moyen du parc Citroën, c'est 15 ans, hein, parce que c'est une marque ancienne, etc. Hein. Et là, ben, vous avez des comportements de détention qui sont un peu moins caractérisés par des primo-détentions longues, comme chez VV, hein, mais on en est quand même très proche, ce n'est pas le cas chez Renault, où on est à 15%, et puis Peugeot va se trouver quelque part entre les deux, quoi. Ce qui est frappant sur ce tableau-là déjà, c'est que sur des marques dont on aurait pu imaginer qu'on n'avait pas envie de les garder, ou pas très longtemps, les marques auraient, comme dirait Tavares, le pricing power le plus craignos, hein, Fiat par exemple, ben on a de la détention qui est plutôt longue. Hein, et évidemment, c'est là que je vais faire mon hypothèse, parce que c'est ce phénomène-là qui est un peu contre-intuitif et qu'il faut tenter d'expliquer. Alors précisons cela un instant. Donc là, 3A construit, hein, comme on le fait d'habitude, un taux de rotation. Le taux de rotation, c'est quand vous rapportez l'ancienneté au nombre de mains, et à ce moment-là, vous avez un indicateur synthétique qui vous indique comment ça tourne. Hein. Donc typiquement, là, si vous prenez des véhicules qui ont la même moyenne d'âge du type Seat et BMW, ben dans le cas de Seat, vous avez un nombre moyen de mains qui est à 2,2, et pour BMW, vous avez un nombre moyen de mains qui est à 2,66, c'est beaucoup plus élevé. Hein, donc évidemment, hein, ça veut dire que quand l'indicateur est plus élevé, vous avez un parc plus stable, d'accord ? Alors quand l'indicateur est plus faible, vous avez un parc qui tourne plus vite. D'accord ? Hein, donc si vous prenez, je sais pas, si vous prenez Ford, hein, c'est le parc qui a la vitesse de rotation moyenne, qui a l'indicateur le plus élevé. Hein, donc ça veut dire qu'une Ford, ça vous colle. Hein, et que ben, vous la faites beaucoup. Ça veut dire que vous l'aimez, peut-être? Éventuellement. Hein, ok. Hein, donc ça me conduit à mes hypothèses. On fait mine d'être économiste, scientifique, machin truc. Et on dit, bah voilà, hein, les ménages gardent-ils les véhicules qui seraient les plus demandés, ou bien est-ce que c'est l'inverse? Donc ça me donne deux hypothèses. La première, c'est on est d'autant plus prompt à chercher à revendre ou à faire reprendre son véhicule que l'on sait pouvoir en obtenir un bon prix. Et symétriquement, on va le garder d'autant plus volontiers qu'on sait que le revendre, ça ne va pas être le super deal. Et si c'est le cas, vous comprenez bien que du point de vue de l'économiste, ça veut dire que les marchés de l'occasion sont efficients. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sait qu'on va pouvoir obtenir un bon prix, on ne dégrade pas la valeur résiduelle. Donc on a des comportements qui autorégulent le marché d'une certaine manière.
Alors qu'inversement, quand les valeurs résiduelles se tiennent très bien, il y a une certaine abondance de matériel qui limite que les cotes ne grimpent trop. D'accord. Évidemment, si ma deuxième hypothèse, qui est la suivante, était vérifiée, donc là, on pourrait dire que si les véhicules sont peu demandés, c'est qu'on les aime guère. Si on les aime guère, pourquoi les garde-t-on? Et dans ces cas-là, on pourrait à ce moment-là avoir des comportements qui consisteraient, pour les mêmes raisons qu'on n'a pas envie de les détenir, à se précipiter. Et à ce moment-là, on aurait une surabondance du matériel plutôt moins demandé, et donc des valeurs résiduelles qui, quand elles sont mauvaises, deviennent plus mauvaises. On aurait un marché qui ne s'autorégulerait pas. Donc je vais essayer d'utiliser l'analyse des comportements de détention pour tester ces hypothèses-là et savoir laquelle des deux est la plus soutenable, si vous voulez. Et donc là, je reprends mes trucs de tout à l'heure. J'ai mon nombre de véhicules, mon nombre d'individus, et puis mes durées moyennes de détention. Évidemment, c'est très sensible à l'âge des parcs, puisque la durée moyenne n'a pas le temps de se prolonger pour DS, par exemple. Et que voit-on? Vous voyez que la durée de détention moyenne, c'est 4,87, c'est celle qu'on avait dès le début. Et vous avez tous ceux qui sont en dessus, en haut de mon tableau, tous ceux qui sont en dessous, pardon, et tous ceux qui sont en dessus. Et les durées de détention les plus longues, on les trouve sur quoi? Sur mon trio de rêve de tout à l'heure, Opel, Fiat, Ford. Alors que les durées de détention courtes, je les ai où? Je les ai en particulier pour les parcs d'âge moyen relativement élevés, je les ai sur BMW. Je les ai sur Mercedes et je les ai sur Audi A378. Donc très clairement, selon qu'on soit une marque premium ou qu'on soit une marque qui ne se tient pas très bien, on va voir ça. Et nos Français, vous voyez qu'ils sont dans des durées de détention longues, avec Citroën qui se caractérise quand même par des durées de détention qui sont à 5,2, alors qu'on est chez Volkswagen que à 4,6. Peugeot est à 4,92, Renault est entre Peugeot et Citroën, si vous voulez, de ce point de vue. Alors, comment ça se saisit? Donc là, vous avez, par rapport à mes histoires de quartile de tout à l'heure, quand vous avez des durées de détention longues, vous allez plutôt être sur du 2,47, ce que vous avez chez Renault, ce que vous avez également chez Citroën, donc avec quand même 25% qui est encore primo-détenteur au-delà de 7 ans, par exemple. Alors que si vous prenez, par exemple, BMW, vous êtes sur 1,35, donc tout est déporté vers l'origine, vers les premières années. Rareté du matériel en première main, ancien dans un cas, abondance relative dans l'autre cas. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces choses-là sont très... par exemple, sont très discriminantes. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas anodin tout à fait si Peugeot est sur 2, 3, 7, un peu comme Volkswagen va l'être. Volkswagen est sur 1, 3, 6, Peugeot est sur 2, 3, 7, alors que Citroën est sur 2, 4, 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai raison, si mon hypothèse est vérifiée, on a sur Volkswagen et sur Peugeot des comportements qui tirent un peu vers le premium pour les mêmes raisons, parce que les valeurs résiduelles se tiennent mieux et que du coup on a des clientèles qui se rapprochent un petit peu, alors que ça ne va pas être vrai, par exemple pour Ford, pour Opel ou pour Renault. Bernard, oui. Ça fait 30 minutes. Alors je vais terminer. Donc après j'ai fait toute une série de bidouillages. Alors si je discrimine entre le VN et le VO, parce que là j'avais tout par confondu, j'ai des choses qui sont assez claires, c'est-à-dire que ce qu'on a sur le VN, on l'a presque systématiquement sur le VO. Dans le cas en particulier des marques qui sont en bas, on a Peugeot, Opel, Renault, Citroën, Fiat, Volvo, Ford, qui ont les temps de détention les plus longs sur le VN et sur le VO. Alors que si vous prenez mes BMW, Audi en particulier, ils sont en haut de mon tableau dans les deux cas, puisque ce qu'on a tout en haut des tableaux, c'est systématiquement les marques récentes qui ont des comportements de détention courts pour des raisons qui tiennent à la jeunesse du parc. Conclusion, puisqu'elle m'est demandée. Bravo. Conclusion, mon hypothèse H1 est plutôt vérifiée, mon hypothèse H2, je dois plutôt la rejeter, puisque les véhicules difficiles à vendre, on ne se précipite pas pour les vendre,
hein, et on ne dégrade pas leur valeur résiduelle, on a plutôt tendance à les garder. Hein, et alors que les véhicules faciles à vendre, bah, ils sont plutôt abondants. Hein. Donc, ça veut dire que quand on a un faible pricing power, bah, on a des détenteurs qui vont garder longtemps parce qu'ils ont peur de perdre beaucoup d'argent en allant revendre. Et évidemment, ça évite que les valeurs résiduelles descendent trop. Quand on a des forts pricing power, c'est l'inverse qui est vrai. Hein, et donc, ça a plutôt tendance à s'autoréguler. La question, évidemment, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle des professionnels, c'est est-ce qu'il faut soutenir ces comportements de détention qu'on voit émerger spontanément? Est-ce qu'il faut aller contre? Hein, et donc là, bah, j'aurais tendance à dire que les marques à rotation lente ont tout intérêt à ralentir encore la rotation. Hein, c'est-à-dire si je suis Fiat ou si je suis Ford, le fait que les gens gardent très longtemps leur véhicule et que ça me permette de tenir mes valeurs résiduelles, je n'ai pas de raison d'aller contre parce que ça risquerait de générer une abondance d'un matériel peu demandé qui dégraderait encore la cote, etc. Donc il faut mieux travailler avec les clientèles qui détiennent longuement, hein, et puis avoir un marketing en après-vente, par exemple, qui s'adapte à ces comportements de détention qui sont quand même très spécifiques. Les marques à rotation rapide, bah, elles ont sans doute intérêt à soutenir la rotation rapide parce que ça génère des valeurs résiduelles qui, comme ils le savent, ont plutôt tendance à ne pas trop se dégrader et qui se tiennent suffisamment bien pour rendre solvable la clientèle VN en suivant les cycles marketing constructeurs. Donc il n'y a pas tellement de raison d'aller contre. Et puis évidemment, pour les marques qui sont en position intermédiaire, comme d'habitude, c'est un peu plus sport. Parce qu'il faudrait qu'elles arrivent à saisir plus finement des comportements typiques en disant ces clients-là, je les garde, ceux-là, je vais essayer d'aller leur récupérer leur bon matériel pour le vendre à des clientèles et à des clientèles VO, hein, et pouvoir étendre mon pouvoir de marque vers des catégories de clientèle qui ne sont pas concernées jusqu'alors. Hein. Donc tout ceci pour vous dire que quand on commence à travailler, on commence à trouver des choses intéressantes. C'est un premier pas, si vous voulez, hein, dans une analyse des comportements de détention. Et pour rendre hommage au travail de 3A, on a quand même une base en France qui permet de travailler assez finement sur ces histoires-là. Au revoir.